scalabilité, on a utilisé des gestionnaires de sources qui étaient beaucoup plus performants pour gérer au mieux les versions. On a mis en place pas mal de choses autour de l'intégration continue. Il y a eu mon arrivée. On a réorganisé aussi le management pour coller au mieux aux méthodologies agiles. Et on a mis en place plein d'outils, et notamment un des aboutissements, c'est toute la méthodologie autour de la roadmap pour pouvoir avoir des roadmaps plus prédictives, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mais on n'a qu'un quart d'heure. Le slide suivant est une explication, en fait, une illustration d'un certain nombre de choses. Notamment, en fait, on a mis en place donc des outils de suivi spécifiques à la R&D pour pouvoir développer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec des articles méthodologiques, des process, une documentation fonctionnelle parfois plus précise encore que ce qu'on peut donner aux clients pour vraiment que les développeurs puissent être très fins au niveau fonctionnel, sur certains aspects et ne pas provoquer de régression, et un certain nombre d'indicateurs en fait qui tournent sur nos télés et qui nous permettent d'avoir des temps d'information très très courts. Le slide suivant en fait, permet d'expliquer, je pense vraiment, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il est assez compliqué, c'est la mise en place de l'agilité, mais ce qu'il faut en retenir de ce slide-ci, c'est qu'on a mis en place énormément de niveaux de validation qui étaient manquants. Donc là, on est maintenant à 3 niveaux de validation où, honnêtement, parfois, c'était 1, voire parfois 0,5, si on va pas se mentir sur certaines choses. Et là, on a maintenant 3 niveaux de validation, à savoir donc une validation technique formelle par la relecture de code. C'est le meilleur impact qui est démontré partout dans le monde pour permettre à ce qu'on évite des coquilles très tôt dans le développement. Une validation par quelqu'un qui fait de la non-régression. À chaque fois qu'il y a un petit changement fonctionnel, on fait de la non-régression autour de la modification, et il y a une validation fonctionnelle par le PO. Et ça, à chaque fois qu'il y a une petite intégration de fonctionnalité. Le tout est à la fin intégré, et avant de sortir, il y a à nouveau cette validation sortie de packaging. Donc ça, c'est ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a mis vraiment le paquet, et notamment sur la V10, pour ou en tout cas limiter énormément les impacts qui pouvaient être un peu nombreux. Alors, sur le prochain slide, du coup, on a travaillé la roadmap, mais ça, je pense que Timothée va en parler un peu plus, mais il en avait parlé en fait au slide précédent. La précédente session de Club U, je crois que c'était en novembre. Mais en fait, on a repris un cheminement où on part des objectifs stratégiques avec des buts, des déclinaisons d'initiatives en features, etc. Et donc ça nous permet en fait d'avoir une roadmap qui est très fine sur les prochains sprints, un peu moins détaillée sur les 6 mois, 1 an, et un peu plus vague sur les 3 ans, mais ça nous donne une vision qu'on n'avait peut-être pas forcément avant. Sur le prochain slide, alors vous verrez, l'image n'est pas belle, rassurez-vous, ça n'est pas un Chronos, c'est juste un outil interne. En fait, on a processé l'ensemble de la R&D en fait autour d'indicateurs et de choses qui sont automatisées en fait. Donc ça nous permet, lorsque on teste des hypothèses, notamment par exemple pour les roadmaps, de très très rapidement savoir l'impact de quelque chose. Si par exemple on déplace telle fonctionnalité d'un trimestre, ou en avant, en arrière, si on l'assigne à telle ou telle équipe, en fait, nos équipes ont des couleurs, ça permet rapidement de faire des dashboards. Et donc, vous voyez l'équipe bleue, l'équipe jaune, l'équipe green. Là, cet outil n'est pas Excel, c'est un outil qui est vraiment en lien avec toute notre usine et nous permet du coup de piloter au mieux la R&D et du coup d'avoir une meilleure vision long terme. Alors, le point qui me paraissait, et je vais arriver là sur les deux prochains, sur le prochain slide et celui d'après en fait, qui me paraissait le plus important, au-delà du fait que voilà, je pense qu'on a sécurisé un certain nombre de choses en termes de méthodologie.
c'était de revenir, moi ça fait 20 ans que je travaille dans l'édition de logiciels et j'ai essayé de modéliser, et notamment dans du SaaS, ce qui est à mon avis important à comprendre et ça a tout son sens dans un club view. Pour moi, l'éditeur de logiciels, son principe économique, c'est un peu le modèle du peloton de cyclisme. Donc c'est l'image qui est en dessous, où on voit en fait le pourcentage d'efforts, 100% étant un coureur isolé, le pourcentage d'efforts qu'a besoin de faire un cycliste lorsqu'il est dans le peloton, juste derrière, ou très très abrité dans le peloton. On voit la personne à 43%, ça signifie qu'en fait, la personne ne pédale qu'à une puissance de 43% par rapport à quelqu'un qui serait isolé. Donc, si on prend cette image-là, l'ensemble des cyclistes, c'est nos clients. On a 300 clients, donc ça représente pas mal de cyclistes. Et le vent, qu'on espère le moins possible, et tous les éléments précédents sont là pour le limiter au maximum, mais que vous soyez Asys, Microsoft, Salesforce, les bugs, ça existe, ça se traite, mais ils existent forcément, et donc il faut les prendre en compte. Et en fait, le fait d'avancer, c'est le fait d'arriver à une étape eh bien, c'est d'aller sur des évolutions fonctionnelles qui vous permettent au quotidien de faire votre business. Eh bien, l'idée, c'est que il est important en fait que on reste groupé sur une version en fait, et qu'on ne fasse pas en fait. Il peut y avoir des groupes d'échappés sur une V10 par exemple. Il peut y avoir un peloton en SP6, mais il faut éviter les groupes tampons, ça s'appelle comme ça dans le cyclisme, ou des gens éparpillés au plein milieu, parce que en fait, on fragmente du coup ce peloton, et du coup, l'impact des bugs, la correction est beaucoup, beaucoup plus forte en fait. Donc, je dis ça parce que pendant ces derniers mois, il y a eu beaucoup de discussions sur non, non, mais on a une version stable et donc du coup, on n'avance plus, on vous demande de faire des corrections isolées. En fait, ça n'est que retarder le problème en fait, puisque il y a un moment donné, par les évolutions technologiques, par des besoins fonctionnels que vous serez obligé de rattraper le peloton, parce qu'on ne peut pas faire économiquement un chronos par client. C'est le modèle d'une SS2I, c'est pas du tout le modèle d'un éditeur. Donc tout ça, ça nécessite qu'on ait de la qualité, donc on vous rassure sur le fait que le vent de bug soit inférieur, mais il y a cette notion que si on est ensemble, donc ça veut dire sur les mêmes versions, qu'on ne cède pas à la tentation d'être sur le côté, eh bien, ça va mieux se passer. Donc voilà pour cette petite explication. Et donc ça amène au slide suivant qui explique donc si tu peux mettre le slide sur les cycles de livraison. Donc en fait, on a changé nos cycles de livraison pour introduire en fait un système. Alors on utilise un système automatisé de non-régression notamment sur la V10. Et on a des nouveaux systèmes de packaging qui font qu'on est capable de livrer en standard tous les 15 jours. C'est très important de livrer tous les 15 jours et non pas une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois et demi ou au bout de 3 jours, parce que ça vous donne de la visibilité et donc ça crée un cadencement qui est très intéressant. Je vais avancer sur ça, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Au prochain slide. Alors, l'idée, c'est qu'on est là pour aussi parler de qu'est-ce qui fait que le passage en V10 et puis les versions suivantes, ça va bien se passer. En fait, il est important en fait de comprendre ce que c'est que la V10 et comment s'y préparer au mieux. En tout cas, un facteur clé de succès est d'être sur Chronos 87 SP6 dernier fixe, à minima sur une version de recette. En fait. Pourquoi? Parce que en fait, le SP6 a introduit beaucoup de changements que vous ne voyez pas en fait dans la machinerie, ce qu'on appelle le back-end, ce qui est plutôt lié au modèle de données et à la base de données. La V10 est essentiellement, sauf le passage en moteur.net, un changement front-end. Et donc, en réalité, en séparant les deux problèmes, eh bien, vous avez peu de risques d'avoir des régressions métiers côté V10. Je parle sur les règles métiers. Et donc, en étant en SP6, c'est quand même
au moins en recette, c'est très intéressant pour ne pas imputer, entre guillemets, à la V10 des choses qui en réalité étaient liées à, je sais pas, des spécifiques qui sont mal migrés ou des choses comme ça. Là aussi, on pourra y revenir. Du coup, on va parler de ce qui arrive en V10. Alors, c'est le prochain slide. Stéphane, on a je me permets de couper, on a une question, peut-être la différence en moteur Progress et .NET. Oui, alors la différence, elle est en termes de perf. Alors, technologiquement, en fait, le moteur.NET utilise les derniers, enfin, C#, ce qui est un langage qui est très moderne et qui nous permet de faire du coup des avancées fonctionnelles. Mais en fait, du point de vue d'un client, l'intérêt du moteur.NET, c'est qu'il est 2 fois plus rapide. Donc, ça veut dire que la nuit, il va s'exécuter normalement 2 fois plus vite, ce qui permet de se prémunir de problèmes, par exemple, je ne sais pas moi, la nuit applicative qui ferait 7 heures et qui vous empêcherait d'insérer des choses. Et en plus, il est par conception, il est mieux testé et il sera beaucoup plus facile d'opérer des nouveautés dans ce moteur. En fait, ce moteur, il était essentiellement déployé chez nos très très gros clients parce que ça devenait indispensable. Et là, maintenant, on le déploie chez tous les clients. Et il y a eu toute une phase, je ne sais pas si ça a été expliqué, mais où on a fait des moteurs de comparaison. Donc, il a le même comportement. Merci. Voilà. Du coup, sur le prochain slide, donc sur les cycles de livraison. Donc en fait, il y a, par rapport à ces problématiques de montée de version, puisque je vous ai expliqué que beaucoup de gens étaient isolés, on a essayé de proposer d'être proactif côté R&D. En fait, ce qui se passait, pour être très honnête, avant 2018, je n'étais pas là, mais c'est ce qu'on m'a expliqué, vous aviez le numéro de téléphone du développeur, entre guillemets. On a mis en place un outil Aquteo qui a apporté plein de choses, qui a permis de structurer, et puis Jérémy, ça pourra peut-être en parler, mais bon, ça a évidemment eu des tas d'intérêts. Mais si on parle que de la R&D vis-à-vis du reste des services et des clients, ça a peut-être parfois généré du délai, des irritations, des insatisfactions. Et notamment, ça a compliqué peut-être des montées de version. Aujourd'hui, pour que ces montées de version en SP6 ou après en V10, mais en V10, on va le voir, c'est un tout petit peu différent, se passe très bien. On s'est mis, et pas par un système de ticketing qui peut introduire de la latence. En fait, on s'est mis en capacité de mettre des cellules lorsqu'il y avait des montées de version pour être réactif et que ça ne dure pas autant de temps qu'il y a 2 tickets, etc. Ce qui pourrait être le cas si on était face à des tickets isolés, en fait. Vous imaginez, je ne sais pas moi, si une montée de version, ça vous génère 5 ou 10 tickets, il est préférable de les traiter en 3-4 jours de façon groupée pour passer ce cran-là, plutôt que d'en avoir un toutes les semaines et de devoir faire du suivi. Donc ça, on s'est mis en phase là-dessus. L'objectif, il est, si vous vous rappelez du slide que j'ai expliqué avec les cyclistes, c'est vraiment de faire bénéficier à tout le monde de cette version unique qui va vous protéger de bon nombre de choses, bon nombre de corrections ont déjà été faites et par d'autres, enfin, détectées et corrigées avant même que vous les détectiez, vous. Alors, maintenant, si on passe donc du coup à la partie V10, en réalité, on a du coup changé la notion de service pack qui était là pour faire des groupes fonctionnels et donc qui avait l'énorme inconvénient que parfois les gens s'arrêtaient au service pack et restaient pendant 3 ans sur un service pack. Et c'était finalement ça, c'était plutôt destructeur en fait. Sur le coup, on se dit on est isolé, mais en réalité, ça ne tient pas très longtemps. Et en fait, donc, on a une nouvelle numérotation qui est plutôt standard dans le monde. Celle de Microsoft pour Windows 10 a adopté ce même type de versionning qu'on appelle un versionning temporel. Donc en fait, on a dans les nouvelles versions, vous verrez V10 point un digit, qui est le deuxième digit, qui est juste un indicateur temporel. C'est-à-dire que on part de 1er janvier 2020 et on sait du coup
que si c'est la version 3, on est en juillet parce que c'est le 3e trimestre. Et si on a la version 6, en fait, on est du coup à 6 trimestres depuis le 1er janvier 2020, c'est-à-dire qu'en réalité, on est au mois d'avril, entre avril et juin 2021. Ça permet du coup très facilement à tout le monde de se rendre compte du temps qui passe, c'est-à-dire si jamais on est en retard. Et donc, notre recommandation qui est on-premise, parce que sur le SaaS, les mises à jour sont automatiques, le top du top, c'est d'être proactif en montant de version automatique tous les 15 jours. Mais ça peut, dans certains cas, ne pas être possible, on le comprend. Et dans tous les cas, ce qu'on recommande à nos clients, c'est de ne pas passer plus de 3 mois ou 6 mois, parce que le jour où ils ont un bug, il ne sera corrigé du coup que sur le dernier fixe. Et donc, en réalité, ça sert à rien d'attendre autant ce temps-là. On n'est pas plus, on n'est pas prémuni en fait par rapport puisqu'après on va revenir dans le peloton de toute façon. Je voulais parler, le dernier petit truc, c'est sur la démarche qualité. Je voulais l'illustrer, on a mis en place plein de choses, mais je voulais l'illustrer par des choses qu'on fait en automatique maintenant. Alors, je ne sais pas si tu peux mettre le son. En fait, c'est une vidéo qui est faite à chaque fois qu'il y a un changement dans le système. On n'entend pas le son, mais il y a une synthèse vocale. La souris qui bouge, les interactions qui sont faites par une machine programmée qui nous permet de faire cette fameuse non-régression. Donc, c'est-à-dire que à chaque version, sur la V10, vous avez la garantie que les scénarios nominaux, là c'est un scénario nominal, je ne sais plus lequel, qui consiste à poser une planification par cycle, eh bien, ont été validés par la R&D. Donc, il n'y a plus de... alors, il peut y avoir encore des bugs, soit parce qu'on n'a pas été assez loin dans le test, soit parce que vous avez des données extrêmement particulières qui font qu'on ne l'a pas vu, mais ça permet d'éliminer 90% des problèmes de régression bêtes qui peuvent survenir. Un développeur change quelque chose parce qu'il veut améliorer et il n'a pas mesuré les conséquences. Grâce à ce système-là, et notre objectif, c'est d'avoir 200 minutes de vidéo à la fin d'année, ce qui veut dire 3 heures de test de l'ensemble du logiciel. Là, aujourd'hui, on en est à 40 minutes, mais on n'a que 2 mois de mise en place de ce système-là. Donc, ça va s'accélérer. L'idée, c'est que nos clients puissent être rassurés sur le fait que A6 sort des logiciels qui sont vraiment extrêmement bien testés. Voilà. Je crois qu'il y avait une remarque sur le rythme très soutenu demandé aux clients. Et effectivement, on est conscient que c'est un rythme très soutenu, mais il faut le mettre en perspective par rapport à l'augmentation de la qualité. C'est-à-dire, on comprend que c'était peut-être compliqué il y a quelques années parce que peut-être à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version, vous aviez peut-être des surprises qui apparaissaient. Nous, on pense que justement par le nombre des clients et par le fait que on a une meilleure politique qualité, qu'en fait, c'est des choses qui vont disparaître. Et il faut savoir aussi que plus vous mettez à jour, plus en fait l'impact, si vous mettez à jour au bout de 15 jours, il est beaucoup plus faible que l'impact d'un ensemble de modifications tous les 6 mois. En fait. On avait une autre question sur le nombre de clients déjà installés à V10. Aujourd'hui, on a une douzaine de migrations qui sont signées ou qui sont en cours de déploiement, en cours de projet. Et pour vous donner un peu de visibilité, on est sur une tendance d'une trentaine de migrations ou de nouveaux clients sur le point d'être signés. Alors, j'aime pas trop dire ça parce qu'on se projette peut-être un peu trop, mais en tout cas, pour vous donner une ordre d'idée, on a encore potentiellement une vingtaine de migrations qui pourraient arriver. Voilà. Le ratio des clients en 8.7 SP, je ne l'ai pas comme ça de tête, mais là,
Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup en SP6 maintenant et on a fait vraiment beaucoup d'efforts là-dessus. Il y en a encore en SP4, mais on n'a quasiment plus de fixe en SP4. On en sortira un dernier à 3 mois et encore il y avait une DM. Donc en fait, il y a vraiment les efforts se concentrent sur le SP6. Et je suis désolé effectivement pour la novlangue. J'ai été dans des sociétés américaines et c'est pas facile de lutter. Le message est passé. Donc on va pouvoir passer, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, effectivement, on y répond. On va peut-être passer à l'étape suivante, qui est effectivement la présentation de la roadmap actualisée avec Timothée. Tout à fait. Bonjour à tous. L'idée, c'est qu'on puisse régulièrement revenir vers vous avec notre projection dans le temps. Je vous avais présenté en fin d'année dernière une slide de roadmap également. L'idée ici, c'est qu'on a, grâce à ce que vient d'expliquer Stéphane, sur notre capacité automatisée, de manière automatisée, à se projeter dans le temps avec les différents difficultés qu'on peut rencontrer de correction d'anomalies, d'évolution sur telle ou telle fonctionnalité, etc. Donc là, ce que je vous présente, c'est une version plus engageante de la part d'Assis sur la fin d'année 2020. Alors la fin d'année, c'est le deuxième semestre. Donc vous avez vu, il y a 10 grandes fonctionnalités qu'on envisage d'introduire dans Chronos V10 avec l'aide à la planification comme ce que vous avez pu connaître si vous l'utilisez en SP6 avec une ergonomie repensée. On essaye au fur et à mesure d'ajouter plein de petits éléments qui peuvent paraître anodins et qui, on l'espère, facilitera votre prise en main au quotidien de ces outils-là. Une nouveauté également, c'est l'arrivée d'un planning nous on appelle planning industriel. Qui est l'idée d'avoir comme un modèle un peu similaire au planning item en 8.7 qui serait dédié au secteur industriel. L'idée, c'est qu'on a voulu par le passé répondre en standard aux besoins de marchés, enfin de secteurs très différents. On a fait le choix en V10 de scinder certaines parties de l'application pour pouvoir répondre de manière plus précise à vos besoins. C'est pour ça que vous voyez du coup, par exemple, la gestion de lignes de production dans un nouveau planning qui va faire son apparition d'ici la fin de l'année. Dans le même état d'esprit, du coup, on a le planning médical que vous connaissez, alors le planning 4 plages, planning collectif 4 plages, avec aussi des tableaux de garde et astreintes. On essaie de repenser tout ça pour faire en sorte que le planning médical ne soit pas juste des petits ajouts dans un planning standard, mais là aussi de travailler sur un planning médical 100%. Donc ça veut dire par là, avec alors anciennement on disait des transactions, alors je vais dire une transaction dédiée, on pourrait dire dans le nouveau langage une page dédiée. Donc ça c'est toute la partie médicale avec notamment une nouvelle édition qui permettra d'avoir ce qu'on appelait la carte de situation médicale. D'avoir des sorties d'indicateurs individuels sur des périodes de temps qui sont du style les obligations de service, l'état des compteurs pour chacun des praticiens, etc. Donc voilà, une édition spécifique pour le médical. Ensuite, on va ajouter au module de planification automatique donc la planification automatique à la journée, ce qui n'était pas encore rendu possible pour le moment. Une des autres nouveautés, ça va être, donc peut-être qu'il y en a certains qui utilisent déjà aujourd'hui la partie analytique dans Chronos.
pour relier les temps à des activités. L'idée, c'est qu'on va essayer d'aller un peu plus loin en faisant de la gestion de time tracking par affaire. On aura l'occasion de vous présenter ça de toute manière dans les mois à venir. Une autre des grandes nouveautés va être le module décisionnel BI. On est en cours de partenariat sur ce point pour vous offrir des outils qui vont vous permettre d'exploiter vraiment simplement, facilement les données qui sont stockées dans Chronos. Pour information, ici, ça va être disponible en V10, mais également en 8.7. Ah oui, pardon, BI, Business Intelligence. Donc, c'est tous les outils d'aide à la décision. Vous allez voir, par exemple, des chiffres clés comme la répartition homme-femme, les... Je vois vos commentaires en direct. En remplacement des rapports Chronos. Alors non, ça ne sera pas en remplacement, ça sera en complément pour le moment. L'idée, c'est qu'on ait des approches qui soient un peu différentes sur les rapports qui sont des états à date sur certaines données que vous voulez voir dans Chronos. Les outils de business intelligence ont plutôt vocation à l'exploration en temps réel. Ok. Ensuite, on continue on continue parce qu'on a déjà initié ce travail-là sur l'amélioration des performances de l'outil, en essayant de paralléliser les tâches et faire en sorte qu'on ait une meilleure utilisation des ressources de serveurs par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Tout un énorme chantier qui va nous permettre de vous proposer en standard la connexion en SSO pour faire en sorte d'avoir un seul modèle d'authentification sécurisé à Chronos. La traçabilité, alors, des améliorations dans la gestion des traces pour vous permettre de les exploiter aussi ici plus facilement. C'est des évolutions qui sont déjà disponibles en 8.7 qu'on veut également conserver en V10. Et puis une aide en ligne qui soit donc multilingue et surtout multiprofil, c'est-à-dire faire en sorte, selon le profil sur lequel vous êtes connecté, avoir plus ou moins d'informations dans l'aide en ligne. Du style, pour un administrateur, de pouvoir accéder à une aide en ligne plus riche, notamment sur des questions de paramétrage, par exemple. Voilà les 10 gros chantiers qui sont en cours et qu'on... Ah oui, le SSO excusez-moi, je pense à des choses en même temps. Pour répondre à la question, oui, le SSO est déjà disponible en 8.7. Je ne sais pas si Stéphane, pour la question... Je voulais apporter une précision. Ouais, en fait, le SSO, il y a eu un ou deux clients qui ont eu un embryon de SSO. Moi, par rapport à mes exigences, je ne peux pas considérer que c'est quelque chose de vraiment très standard et qui est pérenne dans le temps. Là, on s'est raccroché aux meilleures exigences de sécurité en se basant sur un outil standard du marché qui permet d'être vraiment connecté avec l'ensemble des systèmes et qui évite que cet embryon de modèle SSO ne passe pas les nouveaux standards de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les standards de sécurité changent tous les jours. On a des audits qui sont de plus en plus compliqués. Ce qui était acceptable en 2016 ne l'est plus. Donc, tout ça nous fait aller plutôt vers des solutions sur lesquelles on ne va pas juste mettre à jour, mais de se remettre sur des choses standards. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est vraiment un nouveau module. Et pour répondre à la question de Marc Charmasson sur les délais, ça sera disponible d'ici la fin d'année. Hein. Alors, ce que je vous présente ici, c'est courant semestre 2, voire fin semestre 2. Mais c'est un chantier qui est déjà
très bien entamé de notre côté. Donc, je ne comprends pas bien. Est-ce prêt ou pas? Du coup, je pense que j'ai répondu, Marc. N'hésitez pas à... Le SSO est déjà en production chez un client pour la V10. Hein, je me permettais de préciser. Voilà, le SSO nouvelle génération. Et enfin, sur les prévisions, alors pour 2021, parce que là, on vous présente les 6 prochains mois, mais vous avez aussi des attentes sur l'année prochaine. Ici, on inscrit seulement 5 grands sujets qui seront évidemment accompagnés de d'autres sujets qui vont également arriver. Donc, de toute manière, vous aurez, j'imagine, accès à la présentation en sortie. Donc, vous pourrez prendre le temps de regarder les sujets sur lesquels on envisage de travailler sur l'année 2021. Ça me permet d'enchaîner avec la suite, puisque vous avez pour partie participé à des ateliers organisés par le Club U ces dernières années. Et vous êtes toujours en attente de notre part de réponses sur certains sujets. En l'occurrence, je voulais vous parler de 4 ateliers qui sont toujours en attente de réponse de notre part. Le premier sur le remplacement du personnel médical. Donc vous avez vu qu'il est prévu en 2021, ce chantier, et on a synthétisé l'ensemble des demandes dans une initiative. Stéphane parlait de ce nouveau terme qu'on utilise, qui est un chantier, si vous voulez. Donc, on a des fiches par chantier dans lesquelles on essaie de lister l'ensemble des sujets qu'on veut aborder au moment où on va ouvrir le chantier. Donc, l'ensemble des remarques pendant l'atelier ont fait l'objet d'une étude et sont répertoriées dans une fiche initiative qui s'appelle Replacement. C'est ce genre de fiche qu'on voudrait vous communiquer dans les semaines à venir pour que vous voyiez la manière dont est notre approche pour initier les chantiers. Ça se base évidemment sur vos retours pendant les ateliers. Le deuxième atelier sur la gestion des temps syndicaux, on a le même format, c'est-à-dire que vous avez déjà eu des réponses à cet atelier qui ont été déposées sur le forum A6 le 23 juillet 2019. En l'occurrence, on a fait ce travail de synthétiser la manière dont on voulait approcher les choses dans une fiche initiative également, donc un autre chantier qu'on aimerait pouvoir planifier rapidement. Quand je dis rapidement, vous avez vu tous les sujets qu'on traite, donc d'ici 2021, j'espère. Tout ça, c'est toujours en cours de travail au niveau de la roadmap pour s'assurer qu'on ait les ressources disponibles au bon moment pour traiter les sujets, etc. Je vous passe les détails. Et sur l'atelier qu'on avait fait l'année dernière sur horaire et rotation, on a également une fiche initiative qu'on sera à même de vous partager. On a revu hier avec certains engagements qu'on voudrait prendre auprès de vous et d'autres qui nous semblent soit manquant de précision pour bien comprendre le besoin et être sûr qu'on va y répondre de la meilleure manière. Voilà. Et puis, il y a un atelier, et là, je n'ai pas encore eu le temps de le traiter, qui s'appelle « Comment tu es Excel ?» qu'on avait fait en fin d'année dernière. Mais il va subir le même sort que ses petits copains qui sont au-dessus, à savoir étude des demandes qui ont été faites, transcription des sujets qu'on veut voir traités dans une initiative. Et puis, j'espère qu'à la fin de l'été, je serai en mesure de vous partager ça sur le forum. Voilà, vous savez tout sur la roadmap. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Oui, il y en a quelques-unes, je pense que tu as répondu au fur et à mesure. Effectivement, je rebondis sur le forum, puisque ça a été évoqué plusieurs fois. En tant qu'adhérent au Club U, vous avez accès au forum où vous avez accès à toutes les présentations et toutes les interventions externes qui ont été faites durant les rencontres du Club U. Vous avez accès à tous les comptes rendus d'ateliers sur le forum. Donc théoriquement, vous avez déjà reçu vos accès. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. On vous recréera vos mots de passe pour y accéder. On va peut-être continuer parce qu'il est 40. On a un tout petit peu de retard, mais on le gère pour l'instant. C'est Jérémy qui va continuer, qui va prendre la parole sur tous les moyens et les supports pour vous accompagner pour migrer en toute sérénité. Bonjour.
Je m'excuse de vous rejoindre tardivement. J'ai été pris par ailleurs. Donc voilà, je vais effectivement vous parler de l'ingénierie de migration qui est mise en place du coup côté service. Vous avez pu échanger sur la partie R&D et ce qu'on appelle les PO, donc la partie plutôt produit avec Timothée. Sur la partie service, voilà comment se passe une migration. Puisque c'est ce qui vous intéresse. Alors vous allez retrouver forcément les étapes importantes d'une phase projet, même en nouveau projet. Donc je vais faire cette présentation et ensuite je vais revenir sur les questions. Je sais qu'il y a 2-3 questions qui sont restées en suspens parce qu'elles m'étaient plutôt destinées a priori, donc on reviendra dessus après. Sur l'ingénierie de migration, donc vous allez retrouver forcément l'installation technique. Vous aurez la possibilité éventuellement de rester on-premise, bien que on va quand même tendre vers le SaaS, puisque les outils présentés par Stéphane, la vocation c'est d'aller vers le SaaS avec des mises à jour régulières. Vous allez retrouver cette phase de spécification. Dans les spécifications, vous avez sur les migrations, vous avez 4 éléments que vous retrouverez toujours. C'est les spécifications par rapport aux impacts. On va regarder, alors SaaS, Software as a Service, donc c'est-à-dire qu'on met à disposition un logiciel comme un service et non plus comme un produit qu'on vient installer chez vous. Je laisserai peut-être Stéphane repréciser ça après mon intervention, il saura certainement mieux l'expliquer que moi. Mais l'idée, c'est un service. La spécification, donc vous avez l'impact à étudier par rapport à ce que vous avez dans votre Chronos. Vous avez également l'adaptation des processus. Quand on parle des processus, c'est parce qu'on sait que vous avez des façons d'utiliser le chronoboard, qui est votre page d'accueil avec ces petits tableaux de bord qui apparaissent, qui vont certainement changer en fait. Ces processus vont évoluer puisque la V10 est pensée différemment, ne serait-ce que sur cette page d'entrée. Donc cette partie-là, on va le regarder. Donc on prend un temps avec vous pour étudier les adaptations nécessaires. Je pense aussi au formulaire de saisie que certains connaissent sous le nom de saisie de masse. C'est pareil, on peut améliorer les choses, on peut diminuer le nombre de colonnes, ça peut faire évoluer certains aspects du formulaire, comme ça peut impacter quelques compteurs pour que ce soit plus optimisé. Donc on regarde ça avec vous. On jette un coup d'œil aussi aux interfaces. C'est nettement plus rapide, mais par précaution, on vous le met systématiquement, quitte à ce que ça prenne moins de temps que prévu et qu'on se serve de ce temps-là ultérieurement. On va le regarder. Et vous avez un temps de rédaction, exactement comme quand vous avez mis votre Chronos en place, on rédige des specs et on prend un temps de rédaction. On pourrait avoir, en fonction de quelle version vous partez et vers quelle version vous allez en termes de modules, on pourrait avoir aussi un temps de spécification sur un nouveau module. Je pense à un client qui n'aurait pas le self-service aujourd'hui en 8.7 ou en 8.6, ou quelqu'un qui part de très très loin et qui n'aurait pas le chronoboard, ça peut arriver. On ferait un temps de spécification sur l'implémentation du chronoboard. En termes d'évolution réglementaire, on a des clients qui profitent de ce temps de changement pour faire passer des évolutions réglementaires, que ce soit du correctif, enfin du changement ou des nouveautés à mettre en place. Voilà. Et on a aussi prévu des demandes un peu différentes, comme peut-être de l'accompagnement ou du cleaning. Je vous en parlerai tout à l'heure, on a aujourd'hui un outil qui nous permet de savoir ce que vous avez dans la machine assez rapidement. Et on pourrait se permettre de vous proposer un cleaning au sens où on nettoierait des compteurs qui ne servent plus, ou des profils qui ne servent plus, des choses comme ça qu'on peut étudier à ce moment-là avec vous. Et du coup, on va le retrouver dans le paramétrage ensuite, ce temps à dédier à ce cleaning. Cleaning, nettoyage, là, je dis quand même, mais avant que j'ai la remarque sur la conversation. Au niveau du paramétrage, du coup, on va retrouver le pendant des spécifications, forcément, avec une mise à jour fonctionnelle. Alors, comme vous connaissez Chronos, je peux rentrer un petit peu dans le sujet, ça va être de la mise à jour des profils parce qu'il y a des nouveaux paramètres, ça va être un passage sur les compteurs pour s'assurer qu'on n'a plus de vieilles fonctions qui traînent, qu'il faudrait remplacer. Certains avaient des compléments qu'on va mettre les compléments qu'on va mettre à jour, qu'on va transformer en éléments de fiches ressources.
On va aussi adapter les processus, donc on les aura spécifiés. Donc il y a un moment où il faut modifier le paramétrage pour que ça fonctionne comme on le souhaite, forcément. Pareil pour les interfaces. Et je sais que la question a été déjà posée, je crois que c'est M. Morel, par rapport au moteur Progress et moteur .NET. Donc on met à jour le moteur au passage si vous n'êtes pas déjà dans cette version-là. Donc ça prend un temps de paramétrage. Par contre, sur le moteur, on vous garantit en fait un résultat identique. En fait, on vous propose une synthèse et on a des outils qui permettent de vérifier les résultats des compteurs avec l'ancien moteur et le nouveau moteur. Excusez-moi pour les termes, mais c'est pour faire plus simple. Vous avez moteur Progress et moteur .NET. J'ai une question sur l'utilisation de ce cleaning. Est-il disponible en 8.7 ? Oui, Monsieur Morel, vous avez la possibilité, on peut lancer cet outil de ce qu'on appelle le pré-audit en 8.7. Alors, attention, ce n'est pas l'outil qui fait le nettoyage, c'est un outil qui nous donne une photographie de ce que vous avez et qui nous permet de savoir ce que vous n'utilisez plus, en fait, ou ce que vous n'utilisez plus depuis un certain temps. Par exemple, des compteurs qui ne sont plus utilisés depuis 5 ans. Ben ça permettrait de nettoyer. Mais ça ne fait pas le nettoyage. Derrière, il faut qu'on ait un consultant qui fasse ce travail-là. Alors, comment on y a accès ? C'est à nous de venir l'installer. Donc là, il faudra demander, je sais que vous avez un TS, il faudra demander à vos consultants qui mettent en place ce petit outil pour que vous ayez un aperçu. Et derrière, par contre, ça risque de déclencher une prestation. Je préfère être transparent sur le sujet. Je passe bien sûr à la phase suivante, à la formation. Vous avez nos consultants ont fait le paramétrage, on vient vous former. Sur la formation, on reste sur un modèle de 3 jours en phase projet. Après, il peut y avoir des formations supplémentaires à vos équipes si vous le souhaitez, mais la base de nos propositions sont sur une formation de 3 jours, ce qui correspond à ce qu'on fait quand on installe un nouveau Chronos. Là, c'est pareil parce qu'on a pu expérimenter, on s'aperçoit que le besoin est quand même là. On refait un petit tour sur le paramétrage, sur les changements, et puis on va aussi vous donner les clés, vous qui êtes dans le groupe projet, on va vous donner les clés pour aller plus loin si vous le souhaitez dans l'adaptation de votre V10. Il y a des petits outils sympas comme la carte de visite, on va le faire avec vous, mais si vous voulez la faire évoluer derrière, vous en aurez la possibilité. Idem sur l'aiguillage du chronoboard, c'est quand même souple, autant que vous ayez la main si dans 3 mois vous voulez le faire tout seul. Voilà. Vous allez valider la solution, comme d'habitude, avec une assistance à la recette et une gestion de vos retours. On fait la mise en production avec là aussi une assistance fonctionnelle, mise en production technique et fonctionnelle. Et vous avez du pilotage tout le long. Voilà. On vous a mis un petit encart en bas à droite parce que on a mis quelque chose en place depuis la fin d'année dernière, ce qu'on appelle chez nous la sécurisation des offres commerciales. Donc on vous le partage en toute transparence. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour sécuriser nos projets de notre côté, mais aussi jouer la carte de la transparence avec vous. C'est-à-dire qu'on a rajouté systématiquement une journée de préparation, une journée de présentation du projet pour nos consultants, ce qui n'était pas forcément le cas sur les années précédentes. On pouvait l'avoir, mais ce n'était pas systématique. Aujourd'hui, c'est imposé. Ça nous garantit une certaine qualité de préparation. On vous met des hypothèses de recettes, c'est-à-dire qu'on s'engage à vous accompagner sur un temps précis de recettes avec un nombre de jours. Si pour une raison ou pour une autre ça dévie, au moins on sait qu'on était parti sur des hypothèses et qu'il faudra revoir la donne. On a une validation du moteur que j'ai évoqué il y a quelques instants, où à la fin de la migration, quand on est passé du moteur A au moteur B, du moteur Progress au moteur .NET, on vient vous dire, voilà, on avait tant d'écarts entre les deux moteurs, voilà quelles sont les raisons des écarts, voilà comment nous les avons corrigés, et peut-être qu'on arrivera à vous dire aussi, ça peut arriver, c'est arrivé, qu'il y avait un problème sur l'ancien calcul, et ça permet de rediscuter avec vous de la règle, est-ce qu'on garde l'ancienne ou on l'adapte. Voilà, mais on vous fait un bilan de cette mise à jour du moteur, et ça c'est hyper important parce que derrière, on sait qu'il y a une partie des compteurs qui vont servir à la paye. Donc, il est hors de question qu'on vienne tout chambouler comme ça à cause de l'outil. L'offre recette, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On a une offre recette qui est renforcée
C'est-à-dire qu'en plus de la recette que vous voyez au niveau de la validation, on peut vous accompagner sur des jours en plus avec un consultant supplémentaire qui a quand même un œil extérieur au paramétrage, et c'est ça qui est important. En plus, c'est quand même des équipes, peut-être que certains connaissent les équipes d'Anthony Jourdon. Donc, il y a un niveau de maîtrise sur le sujet qui est particulièrement intéressant. L'accompagnement au changement qui peut être proposé, c'est si vous le souhaitez, on peut aller plus loin. Et ce qu'on a rajouté également, et pour le coup, c'est offert parce que c'est hyper important pour nous, c'est un retour sur expérience. Donc, c'est pas de l'anglais cette fois-ci, REX, retour sur expérience, qu'on souhaite mettre en place au bout de 6 mois après la mise en production. On revient vous voir. Certes, on vous prend un petit peu de temps, mais c'est important pour tout le monde parce que ça permet aussi de voir comment on peut ajuster de votre côté et nous voir vraiment ce qui n'a pas été. Donc, voilà sur l'ingénierie de migration, en quelque sorte, les grandes phases, les grands principes. Je vais répondre du coup, je vois la question de retour 9 heures expérience. Je vais reprendre quelques questions. J'en ai au moins 2 du CHU de Bordeaux, au vu des noms. Pour Nathalie, y a-t-il des CHU qui ont la version V10 ? Il y a 3 CH, je le dis plus largement CH, qui sont en cours, plus ou moins avancés. Mais les 3 sont en ce qu'on appelle nous newbies, c'est-à-dire qu'on repart de zéro. C'est pas des migrations, en fait, c'est des nouveaux clients qui sont en V10. Donc voilà. Le SOC a un coût minimum de 2 jours de prestat pour envisager la migration. Oui, donc il y aura forcément, oui, il y aura 2 jours. Alors c'est ce qu'on vous affiche, mais potentiellement il peut y en avoir plus. Sur un projet comme le CHU de Bordeaux, je pense à Fabien, votre consultant. Potentiellement, il pourrait passer 1 ou 2 jours de plus et on ne vous l'affiche pas parce qu'on ne vous le vendra pas, mais il peut y avoir un temps de préparation nécessaire plus important. Je remonte, j'avais 2 autres questions, je crois, de mémoire auxquelles vous n'avez pas eu de réponse, sur Monsieur Morel et Monsieur Charmasson, sur les temps de migration et l'accompagnement user. Alors ça remonte. Excusez-moi. Voilà, Monsieur Morel à 11h30. La question de l'accompagnement des utilisateurs se pose et peut être volumineuse en fonction de la multiplicité des sites. Effectivement, la question le déploiement n'est pas que technique, il y a une interface utilisateur. C'est pour ça que nous, on vous propose 3 jours de formation au groupe projet. Après, il y a un travail qui est à faire sur la mise à jour peut-être de tutos ou de support. Je pense au petit livret du CHU de Bordeaux, par exemple. Forcément, il y a un travail à faire de ce point de vue-là. Ça, on ne peut pas le nier, mais pour autant, on ne pourra pas vous le chiffrer. C'est vous qui avez connaissance de vos besoins. On peut vous accompagner, on peut vous donner des exemples. Ça, il n'y a pas de souci, mais pour vous dire combien de temps, c'est compliqué. Et Monsieur Morel qui me posait la question d'un projet de bascule en V10 prend combien de temps environ ? Alors, si c'est un nombre de temps, sur les migrations, on reste quand même généralement sur près de 6 mois. Après, ça va dépendre aussi de votre cible. La cible en termes de planning, je pense que vous êtes comme nous, vous aimez bien commencer un projet à une date stratégique, à savoir le 1er janvier, le 1er juin ou des choses comme ça. Donc voilà, on peut compter 6 mois, quelque chose comme ça. Ça peut être quand même plus rapide, mais il faut vous laisser un temps de recette et en fonction des équipes, ça peut être plus important. Des équipes, enfin de la volumétrie chez vous, ça peut être plus important. Je n'ai pas oublié la question de Bordeaux qui est reprise par Marc, qui est sur le one-shot obligatoire ou pas. Là, pour le coup, je vais demander confirmation à Stéphane, mais je ne vois pas trop comment on peut éviter le one-shot, puisque on change. Il y a une couche technique en fait, ce n'est pas que du fonctionnel, donc ça va être c'est même pour moi impossible en fait de faire autrement que du one shot, Stéphane. Les coûts seraient vraiment trop importants. Il faudrait maintenir 2 infrastructures, il faudrait aller faire énormément d'extraction et ensuite venir ramener les autres, éviter les duplicats. Enfin, ça paraît compliqué quoi. Je sais que ça a été évoqué par certains, par un client, enfin un prospect, mais bon, moi je déconseille vraiment fortement d'aller là-dessus. C'est un coût à faire x2, x3, x4 sur le projet.
pour des gains qui ne paraissent pas. On multiplie les chronos, c'est-à-dire que comme aujourd'hui vous avez un chronos de prod et un chronos de recette, ça veut dire que demain vous aurez un chronos pour le service A et un chronos pour le service B. Ouais. Donc là c'est compliqué. Je continue avec ce slide suivant pour compléter un petit peu le précédent sur les outils mis en place pour accompagner la migration. Côté A6, on a forcément formé nos équipes. On les a formées sur deux aspects. On les a formées sur l'outil et formées sur la migration. On a formé sur la migration, y compris des équipes moins concernées comme le téléservice. Mais ils ont tous eu ce temps de formation et il y aura même des rappels qui seront faits à l'automne. Aujourd'hui, il doit nous manquer 3 ou 4 consultants qui n'ont pas eu la formation. Donc, vous voyez, on est quand même bien engagé. Sur la mise à disposition des outils également, on leur met du wording et du Excel, mais aussi cet outil de comparaison de moteur, cet outil de pré-audit pour gagner du temps. Et ils ont des temps de préparation. Si vous êtes au téléservice, on a un temps prévu d'échange entre le consultant qui fait le projet de migration et le téléservice. Et au retour, en fin de projet, on a le passage inverse pour qu'il y ait vraiment un temps de passage de connaissances qui est prévu, ce qui n'apparaît pas de votre côté, mais que nous, on prévoit et qui est nécessaire et obligatoire. Pour vous, vous allez profiter d'une présentation produit qu'on rajoute. Ça prend qu'une demi-journée. On présente une journée, mais on profite en fait de l'autre demi-journée pour débuter les spécifications. Et on vous présente le produit pour rappeler des éléments essentiels du produit et se mettre d'accord sur le vocabulaire et voir un petit peu où on va aller. On a les spécifications standards qu'on a mis en place. Donc ça veut dire que tous nos consultants doivent suivre le même cheminement au niveau des specs. Ça nous assure quelque part qu'ils ne vont pas oublier pour vous un ou l'autre des éléments importants à regarder lors de la migration. Idem pour le tableau d'accompagnement, ils ont tous le fichier Excel qu'ils doivent checker au fur et à mesure. Alors c'est un peu vieillot le fichier Excel, mais c'est bien pratique dans ces cas-là. Donc aujourd'hui, on est là-dessus et il est en amélioration continue, c'est-à-dire que quand on a des cas qui sont rencontrés chez un client, on le fait évoluer. Et à l'inverse, quand le produit, la R&D, nous apporte une solution ou une évolution, on enlève la ligne pour gagner du temps. L'outil de comparaison, j'en ai déjà parlé. Et ensuite, l'outil de ticketing, vous connaissez, c'est MyA6. Mais on a un suivi interne avec priorisation que Stéphane vous a présenté, si je ne dis pas de bêtises, puisque j'avais regardé les slides en amont. Donc voilà, on a des choses ça se structure de plus en plus et la migration en profite évidemment. Voilà. Alors, du coup, je n'ai pas trop vu les questions. Alors, ça commence avec Madame Roux. Au vu du nombre de migrations en cours à venir, les équipes A6 avec expérience sont-elles dimensionnées en conséquence, j'imagine? Oui, de mon point de vue, oui. D'autant plus que, comme je viens de vous dire, on a formé les équipes. Combien de migrations A6 peut-il paralléliser? Ça, c'est une très bonne question. Il faudrait faire les calculs. Peut-être poser la question à notre direction des services. Mais on a quand même chez A6... à vue d'œil, plus de 30 consultants. Comme ça, alors il faudrait enlever le téléservice, mais on a quand même du monde. Est-ce que des mises à jour des versions OS... alors, ça va être pour Stéphane. Oui, merci Stéphane, tu as déjà répondu. Alors, de manière générale, notre politique est d'avoir le plus possible d'offres, mais par contre, on ne se substitue pas au support d'un éditeur. Donc, par exemple, si Microsoft décide d'arrêter un navigateur, eh bien, on ne pourra pas le supporter ou un autre, etc., etc. Parce que on est sur une pyramide. En dessous de la pyramide, il y a le socle de base, c'est le système d'exploitation, la base de données, etc., etc. Et on ne peut pas se substituer aux éditeurs s'ils disent qu'ils arrêtent. Donc, par contre, on fait le plus possible d'efforts pour vous offrir, pour vous éviter les contraintes. Mais je pense à Windows Server 2008 qui est officiellement arrêté depuis le 14 janvier 2020. Nous, on ne le supporte plus.
Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça veut dire que s'il y a un souci, on vous demandera peut-être de vous mettre à jour. Si on suspecte que c'est lié à ça, on vous demandera peut-être de vous mettre à jour sur une nouvelle base de données. Ok, merci. D'où l'intérêt. Merci. Il y a le feu, non, c'est un exercice. Oui, vous entendez peut-être la sirène. En fond, on a un exercice, un test de sirène. C'est pas un exercice, un test de sirène dans nos bureaux. Donc, j'espère que ça vous perturbe, que vous l'entendez pas trop. Il n'y a pas de feu, tout va bien. C'était juste un test de sirène, voilà, qui devrait s'arrêter, j'imagine. Donc, on va pouvoir terminer parce qu'on a un peu dépassé. Dans tous les cas, pour toutes les autres questions, il y a le. Alors, vous êtes membre du Club U, donc je suis obligée de vous rappeler que le forum du Club U est actif pour échanger entre vous. Assis peut répondre aussi au travers du Club U. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter sur le forum. Vous allez voir, il y a pas mal d'échanges déjà qui ont été initiés. Il y a plein de documents, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour. Dans tous les cas, vos contacts Assis restent aussi disponibles. Hein, vos contacts commerciaux, projets, TLS, hotline restent disponibles. Merci de votre attention. Merci de vos messages. Il n'y a pas le feu, donc tout va bien. Et puis, à très bientôt. Le bureau du Club U se réunit en juillet pour discuter des prochaines échéances de la rentrée. Est-ce qu'on est en mesure de maintenir des rendez-vous physiques, des ateliers physiques? Voilà, on vous répondra avant l'été pour vous donner notre calendrier. Et puis, on a forcément hâte de vous retrouver au plus vite. Merci à tous de votre attention et puis à très bientôt. Au revoir.